Bonjour à tous, Stéphanie Freitag. Je suis très contente de vous retrouver dans ce webinaire. On va passer une heure ensemble pour parler des peurs, de comment qu'on fonctionne, comment on peut faire surtout pour gérer mieux nos peurs, pour se sentir plus légitime, mieux dans notre corps, mieux dans notre tête, mieux dans nos émotions, ramener de la douceur dans tout ça. Et moi, c'est vraiment mon dada à moi, c'est mettre de la douceur partout où on peut, parce que la vie, elle est suffisamment compliquée comme ça, on n'a pas besoin de s'en rajouter. Donc, il faut vraiment y aller tout en douceur. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur ce sujet qui me touche particulièrement. Décode des peurs. Alors, c'est un sujet qui m'interpelle et me concerne depuis très longtemps. Donc, moi, je suis coach en joie de vivre. Je fais des conférences, du coaching en individuel et du mentorat. J'accompagne les gens depuis mon expérience et puis l'expérience des gens que j'ai accompagnés. Je suis une grande passionnée du fonctionnement de l'être humain depuis 20 ans et particulièrement de l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment ça fonctionne la peur, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre cerveau, où est-ce que ça crée des bugs surtout, qu'est-ce qu'on fait des choses à l'envers, découvrir son langage, comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous donner des exemples pour illustrer un peu les choses et puis on va pratiquer ensemble. Et à la fin du webinaire, je vous ferai une offre pour un accompagnement, voilà, pour aller plus loin sur le sujet pour ceux qui le souhaitent. Avant de commencer, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre en condition pour pouvoir m'écouter correctement. Donc, on va s'étirer, bailler. Et on peut se faire le chat, là, comme ça, pour vraiment s'étirer comme il faut, se frotter, se gratter, pour vraiment faire en sorte que notre corps, il soit OK pour être là avec nous. Voilà. N'hésitez pas à frotter le bas du dos. Moi, j'ai mal dans le bas du dos. Mais vous pourrez frotter là où ça fait du bien. Oh. Oh. Voilà. Si vous avez des petits coups de mou dans la journée, rien que ça, de bailler un bon coup, vous allez voir, ça va vous redonner de l'énergie. Ça fait du bien. On en a tous besoin. Je vous invite à avoir de quoi boire, de quoi écrire pour les exercices de tout à l'heure et puis prendre des notes si vous le souhaitez. Bien sûr, il y aura un replay disponible, donc vous pourrez avoir à disposition tout ce webinaire. C'est bon, on y va? Ouais. Go, la peur. Le gros mot. Donc la peur, c'est par définition un mouvement, une émotion déjà, de réaction à quelque chose qui est extérieur. Moi, j'étais une petite fille comme les autres, toute mignonne, toute mignonnette. Et dans mon câblage initial, pas trop peur en fait. Hein. Peur de quoi hein. Vous voyez, les petits, quand ils sont petits, ils ont peur de rien en fait. Ils vont découvrir, et puis c'est à la force des expériences que la peur va commencer à se développer. À force d'avoir des expériences plus ou moins agréables, on va créer plus ou moins de peur. Et disons que moi, dans mon enfance, il y a déjà mon papa qui me faisait peur, parce qu'à l'époque, la parentalité, c'était plutôt paternaliste, faut suivre, d'accord. Après, il y a eu des petites choses qui ont fait que ça a augmenté encore la problématique. Par exemple, une dyslexie que j'ai développée au CP, où ma maîtresse me faisait peur. Mais vraiment, c'était une sorcière pour moi, avec tout l'attirail de la sorcière. Cheveux noirs, les yeux noirs, les vêtements noirs, la voiture noire et même un grain de beauté sur le nez. Même les parents avaient peur d'elle, même les profs, ils avaient peur d'elle. Donc forcément, moi, je suis arrivée là-dedans, j'ai aussi eu très, très peur. Et comme j'ai eu peur, j'ai développé des phobies. J'ai développé la dyslexie, la dysorthographie, le dyscalculie, enfin bon, tous les 10 dont on parle maintenant, sauf qu'à l'époque, ça se disait pas. Salut, Diana. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Je te laisserai reprendre le début sur le replay. On est au début, hein, t'inquiète. Et puis, du coup, avec cette dyslexie, j'étais pas très, très bonne. Donc, j'ai appris à lire vraiment qu'en CM2. Et je suis restée dans une échec scolaire très longtemps.
J'ai passé une grosse partie de ma scolarité à avoir zéro en dictée. Sauf que je suis passée à plus de 100 fautes, où je ne savais même pas où couper les mots. La langue française me paraissait un truc vraiment obscur, bizarre, à une vingtaine de fautes. Sauf que c'était toujours zéro, en fait. L'évolution. Voilà. Donc, au niveau de la confiance en moi, j'étais pas vraiment au top. Hein. Donc, introvertie, pas confiance en moi, peur de tout, phobique. Bon, j'ai commencé pas exceptionnellement bien. Arrivé à l'âge adulte, 25 ans, je me retrouve en réunion chez Lancôme, où je travaillais en logistique internationale. Et réunion de service, il y a 2 nouveaux collaborateurs qui arrivent dans le service. Donc, on demande de faire un tour de table et chacun doit donner son prénom, son nom et sa fonction. Simple. Oui. Sauf que moi, peur, phobie, pas confiance en moi. Arrive mon tour. Là, je sens l'appréhension qui commence à monter, tous les regards qui me regardent. Je commence à avoir chaud, je transpire, je deviens rouge. Je sens même mes oreilles qui commencent à brûler tellement ça chauffe. Okay. Et puis là, d'un seul coup, je sens une larme qui commence à vouloir sortir. Je fais, ah non, s'il te plaît, non, ne sors pas. On est en réunion quand même, ça serait pas top. Trop tard. Première larme qui coule, et puis toutes celles qui sont derrière qui coulent aussi. Je fuis, je me sauve à ce moment-là. Hein. Je finis dans les toilettes et j'ai hyper honte. En fait, ce qu'il y a surtout à cette époque-là, c'est que je viens d'avoir un accident. 2 ans avant, j'ai eu un accident qui m'a laissé handicapée et j'étais le quota cotorep du service. Et du coup, déjà que j'avais pas très confiance en moi, mais là c'est encore pire. Hein. C'était le niveau 0. Moi j'étais au moins 50. Je pense que voilà. Même si mes collègues n'avaient absolument aucune appréhension, à l'intérieur de moi, je portais la honte. Je portais la honte de cette reconnaissance cotorep. J'étais la personne handicapée du service. Et avec l'association handicap physique, handicap mental. Donc, en gros, j'ai commencé ma vie d'adulte pas top. Pas top, top. Et aujourd'hui, je fais des conférences. J'anime des ateliers, jusqu'à 800 personnes. Je suis capable de faire ça, de parler devant les gens, de lire devant les gens. Je suis capable de faire du saut en parachute, alors que j'avais une appréhension du vide. Je ne pouvais même pas monter sur une chaise, changer une ampoule, tellement j'avais peur du vide. Je ne pouvais même pas faire de la plongée, en fait. Regarder sous l'eau, c'était trop. J'ai réussi à sortir de tout ça. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Je ne suis pas meilleure que les autres. La seule chose que j'ai fait, c'est que petit à petit, alors, c'est pas vraiment un choix, c'était plus la vie qui m'a forcé à, parce que sinon, je crois que ouais, c'était insupportable en fait de rester comme ça. J'ai appris à mieux connaître. J'ai appris à comprendre ce qui se passait en moi. J'ai eu la chance d'avoir aussi des enfants, particulièrement ma fille aînée, qui était hypersensible, et qui l'est toujours d'ailleurs, et du coup qui m'a fait me questionner en me disant, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais de mal? Elle hurle pendant 2 heures, qu'est-ce qui se passe? Et de fil en aiguille, j'ai appris. J'ai appris comment fonctionne le cerveau, j'ai appris comment fonctionnent les émotions, j'ai appris pourquoi on a des émotions et à quoi ça sert. Et aujourd'hui, je n'ai plus de phobie, j'ai plus peur du vide, j'arrive à me soutenir dans les creux de vague, j'arrive à être un soutien pour moi-même plutôt qu'un frein. J'ai toujours des peurs. Tout le monde a des peurs. Et c'est normal d'avoir peur. Et maintenant, j'ai plus peur de mes peurs. Mes peurs sont là pour m'aider à grandir, à me dépasser, à aller au-delà de mes limites, à sortir de ma zone de confort. Et c'est chouette. L'objectif, c'est pas de rester dans un petit carcan tout enfermé. C'est de pouvoir grandir. C'est comme si on demandait à un arbre d'arrêter de grandir. Bah non, en fait, lui, l'objectif, c'est qu'il grandisse. À chaque saison, il grandit. À chaque fois qu'il traverse une difficulté, il devient plus fort. Et ben nous, c'est pareil. En fait, à chaque fois qu'on traverse une difficulté, l'objectif, c'est pas de perdre des branches, c'est de grandir, c'est de repousser, c'est voilà, nous développer. Et j'ai ce goût de transmettre tout ce que j'ai glané, de transmettre tout ce que j'ai appris, parce que ce serait dommage que ça serve qu'à moi ou à mes enfants, c'est déjà pas mal. Mais voilà, je suis portée par cet élan de vouloir transmettre et aider les gens. Je vois vraiment le monde dans lequel on vit qui est coincé dans la peur, où les gens vont de plus en plus mal parce qu'il y a des raisons d'avoir peur. Hein. C'est pas pour rien qu'on a peur. Il y a réellement des raisons
dans le monde aujourd'hui d'avoir peur. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste coincé dedans, à rien faire et à se morfondre? Ou est-ce que justement, on en fait quelque chose? Parce que les peurs, elles sont là pour nous mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel, sur lequel il ne faut pas passer à côté. Et c'est l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer ça, vous emmener vers ce chemin. Alors, comment ça fonctionne dans notre cerveau? Alors, est-ce que vous voyez bien la diapo? Ouais, c'est bon. Salut Aziz, je te laisse prendre en cours. Tu auras accès au replay pour avoir le début. Dans notre cerveau, on a une petite glande qui s'appelle l'amygdale. Alors, il y a les amygdales qui sont là, hein, mais moi, je vous en parle de celle qui est là. Cette petite glande, elle est notre signal d'alerte. C'est un peu un garde du corps qui est là pour nous protéger et qui influence nos réactions. Alors, soit elle nous oriente, soit elle nous les dicte. Elle nous impose, en fait, nos réactions en fonction des dangers. Et chez certaines personnes, c'est plus sensible que chez d'autres. Et l'objectif, c'est justement d'arriver à qu'elle nous oriente et plus à qu'elle nous dicte nos réactions. Donc cette glande, en fait, quand elle est stimulée, elle se serre et elle sous-alimente tous les liens neuronaux qui sont trop fins pour ne garder que les autoroutes neuronales, que les trucs qui sont câblés vraiment très, très puissamment. Tous les petits trucs, par exemple, que vous avez appris, tous les petits trucs que vous êtes en train d'apprendre, voilà, certains souvenirs même. Voilà, quand cette glande s'active, elle coupe en gros tout ce qui est inutile pour elle, pour nous laisser accès qu'à ce qui est vraiment essentiel. Et comme ça, eh ben, dans notre câblage, dès la naissance, on a 3 réactions primaires face au danger. Ça vient de notre histoire de mammifères et même d'êtres vivants. Si on regarde tous les animaux, je ne connais pas tous les animaux, donc je ne peux pas faire des grandes catégories, mais je pense, pour les mammifères, c'est sûr. Pour les autres, je pense que c'est aussi. On a 3 réactions primaires pour pouvoir survivre. Basique, hein. Notre cerveau, ce qu'il veut, c'est qu'on vive et qu'on survive. Bon, par contre, il n'en a rien à faire qu'on soit heureux, en fait. Hein. Ce n'est pas son problème. Et les oiseaux qui chantent et le ciel qui brille, il s'en fout. Ce n'est pas vraiment ça qui l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est qu'on survive. Et dans nos 3 réactions primaires, on a 1, l'attaque, 2, la fuite, 3, la sidération. Alors, la sidération, c'est quand on fait le mort, quand il n'y a plus rien qui se passe. Et il n'y a plus rien qui se passe dans le cerveau non plus. Hein. Il y en a même qui ne peuvent plus même du tout parler dans la sidération. Voilà, comme moi en réunion, la réunion quand j'avais 25 ans, là. C'était de la sidération. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est sortir une larme. Et après, c'était à courir. Première réaction, sidération. Deuxième, fuite. Voilà. En sachant qu'on a tous un des leviers qui est prédominant. Et en fonction des contextes, on va utiliser plus les uns que les autres. Par exemple, face à un enfant, on va plus facilement mettre de la colère que de la fuite, parce que le danger, il est moindre. Bon, vous mettez un éléphant devant vous ou un lion, plutôt la sidération ou la fuite. On va éviter d'attaquer quand le danger est plus important que nous. Voilà. C'est hyper utile. Nos 3 réactions primaires, elles sont vraiment là pour nous permettre de survivre. Par exemple, le jour où vous avez un bus qui vous fonce dessus et que vous voyez au dernier moment, c'est chouette que votre glande, elle vous demande même pas si vous êtes d'accord ou pas, elle vous oriente pas, elle vous dit vas-y saute, casse-toi. C'est comme ça que vous arrivez à faire un bond de 3 mètres, alors que d'habitude vous ne le faites pas. Et comme ça, vous avez la vie sauve. Donc c'est plutôt sain en fait. Pareil, il y a plusieurs années, il y a une femme qui a eu un accident de la route et la voiture commençait à prendre feu. Il y avait son enfant qui était coincé dans la voiture. Grâce à cette glande, elle a développé de l'adrénaline, elle était en mode colère, elle a réussi à soulever sa voiture pour choper son gamin. Elle était incapable de faire ça. L'adrénaline qui est développée à ce moment-là nous permet de développer nos capacités, d'être beaucoup plus fort que ce qu'on peut l'être. L'objectif, c'est pas d'être en permanence dans la colère, hein, mais en tout cas, ça permet voilà, de décupler les forces. La problématique, c'est que on a à peu près plus de 90% de nos peurs
en fonction des recherches, on peut même montrer à 99% de nos peurs qui sont infondées. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'un danger réel imminent. Parce qu'effectivement, dans notre vie actuellement, c'est rare les moments où on croise un dinosaure qui va nous bouffer. Hein, ça arrive plus trop. Notre développement cérébral est toujours un peu coincé à ce niveau-là, mais dans notre vie réelle, on n'a pas trop d'occasion à croiser des dinosaures. Et même si c'est notre patron qui nous fait peur, bon, le danger qui nous bouffe est quand même assez limité. Hein, il y a un truc qui s'appelle les prud'hommes qui marche bien quand même. et même avant d'arriver là, il y a quand même moyen de se faire soutenir un petit peu. Donc le hic, il est où? Le hic, c'est que la réaction primaire que notre cerveau nous alimente, avec cette glande l'amygdale là, va pas correspondre du tout à une solution efficace. Par exemple, vous allez avoir des réactions un peu bizarres, du genre hurler sur une araignée. Vous avez peur d'une araignée qui est grande comme ça, vous lui hurlez dessus. Bon, ça va pas faire fuir l'araignée, hein. Je suis même pas sûre qu'elle l'entende en fait. Hein. Voilà. Vous allez avoir des zones d'évitement. Alors, il y a des trucs pour lesquels c'est facile. Quand vous avez peur de l'avion, vous prenez plus l'avion. Bon. Quand vous avez peur des serpents, vous évitez de les voir. OK. Quand vous avez peur de la foule, là, ça commence à hiquer un petit peu. Il y en a même qui ont peur de la pluie. Alors là, ça devient un peu plus compliqué parce que du coup, pour s'abriter, voilà. Et plutôt que réagir pour calmer un peu des choses, on est dans l'évitement. Vous allez avoir d'autres. Par exemple, un autre qui est pas mal, qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est fuir dans le divertissement. Quand on a peur de changer, qu'on a peur de prendre notre vie en main ou de changer des choses dans notre vie, on va accumuler du divertissement pour changer les idées, sauf qu'en fait, du coup, on ne s'occupe pas des choses importantes de notre quotidien. On va aussi coller nos peurs sur les autres. Alors celle-là, j'en ai horreur. Et les adultes aiment bien coller leurs peurs sur les enfants. Je vais vous donner un exemple. Ma mère m'appelle, il y a quelques années, ma fille avait 5 ou 6 ans. Elle était en vacances avec ma fille et ma mère m'appelle en me disant oui, Irene, elle fait n'importe quoi, elle grimpe aux arbres. Ah, ok. Et elle n'arrive pas à en descendre? Si, elle y arrive toute seule. Ah, c'est quoi le problème alors? J'ai peur qu'elle tombe. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, je suis à 400 km. Ma fille, en gros, elle prend pas de danger, elle grimpe à un arbre, elle sait grimper aux arbres, elle fait attention, elle a l'habitude de le faire, elle sait en redescendre toute seule. Le problème, c'est pas ma fille, c'est toi qui as peur. Voilà. Donc c'est en ça que je dis que coller ses peurs sur les autres, c'est le genre de choses qu'on peut faire assez facilement. Dans les réactions qu'on peut avoir aussi, c'est la procrastination. Par exemple, j'avais une cliente qui devait écrire un livre et elle avait cette peur de l'échec de pas écrire aussi bien en fait que ce qu'elle aurait aimé, de pas être suffisante. Après, c'est son jugement sur le moment. Et du coup, elle chargeait son agenda de plein de trucs autres que ce qu'elle devait faire. Ça, c'est la procrastination. C'est aussi un blocage émotionnel qu'on peut faire sauter facilement. On peut aussi être dans l'agressivité. Dernièrement, je baladais mon chien en forêt et il y a un chasseur qui avait son chien aussi. Et son chien a chopé le mien pour le mettre en posture de soumission. Jusque-là, voilà, mon chien est en posture de soumission. Bon, c'est un chien de chasseur. Vas-y, laisse faire, voilà. Et le chasseur, en fait, a eu très peur que son chien bouffe le mien. Et du coup, il s'est mis dans l'attaque. Sauf que moi, je n'avais pas du tout envie de me faire attaquer. Hein, donc, voilà. Alors, heureusement, je ne suis pas rentrée dans l'attaque non plus. J'étais face à un chasseur, j'évitais quand même. Mais je n'ai pas été non plus dans la fuite. J'ai pu discuter tranquillement. Je me suis sauvée un temps, je suis revenue pour pouvoir lui permettre de prendre cet espace. Et puis qu'on puisse discuter. Dans les peurs qu'on peut avoir assez souvent, par exemple, c'est peur de perdre son job. Ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Et dans les réactions, les gens vont être dans du contrôle. Par exemple, ils vont se syndiquer par peur de perdre leur job. Plutôt qu'à aller voir la raison
de pourquoi tu as peur de perdre ton job. On regardera les raisons après. Là, je vous donne des exemples de choses qu'on peut avoir. Ah oui, il y a aussi un adolescent. Celui-là était assez fort. Un adolescent qui a été adopté. Il avait tellement peur d'être rejeté qu'il faisait en sorte de se faire rejeter d'abord par ses parents adoptifs. C'est des choses qui arrivent assez souvent. La peur du rejet, en fait, est tellement puissante qu'elle nous force à mettre des actions en place pour qu'on se fasse rejeter. Donc, plutôt que souffrir plus tard, on souffre maintenant. C'est un truc. Oh, c'est les bugs dans le cerveau, hein. Voilà. Faut pas trop aller chercher, mais c'est quand même hyper inconfortable. Il y a des choses très connues que mes clientes ont régulièrement, c'est la peur de l'inconnu, la peur de blesser l'autre, qui nous fait rester dans une relation, même si cette relation, en fait, elle n'est pas bonne pour nous, elle n'est pas saine. La problématique, c'est que le cerveau dépense beaucoup, beaucoup d'énergie à nous maintenir dans ces situations, à être dans l'évitement, et même plus d'énergie que ce qu'il en faudrait pour en sortir. Du coup, on rajoute du contrôle à un endroit où on ne devrait pas. Moi, ce que je vous invite, c'est à faire des choix. C'est à sortir de ce mode. Alors, ce n'est pas notre faute si on est comme ça, hein. On est comme ça parce qu'on ne nous a jamais appris. On nous a dit, contrôle tes émotions. Même coupe tes émotions, c'est encore mieux. Assez souvent, les hommes n'ont même pas le droit d'avoir peur. Ah non, c'est faire preuve de faiblesse. Puis dans ce monde, le monde est dangereux. Faire peur de faiblesse, c'est dangereux. Vous risquez vraiment d'en pâtir. Enfin, voilà, il faut que les hommes soient forts, sinon ils sont trucidés. Bon, on n'est plus dans un monde comme ça. Ce serait plutôt pas mal d'en sortir et plutôt sain surtout. Je fais une grosse généralité en disant les hommes, il y a beaucoup de femmes qui sont aussi là-dedans. Et de toute façon, même quand on n'est pas là-dedans, on va être dans de la fuite ou de la sidération, alors que les hommes vont plutôt être dans l'attaque. Donc, dans tous les cas, en fait, on est dans un dérèglement fonctionnel. Pour 95% de nos peurs. Bien sûr, pour les 5% qui restent, elles sont très bien. Et elles ont leur place et c'est chouette. Moi, ce que je vous invite, c'est à l'écologie du cérébral. Partisan du moindre effort. Comparez l'énergie dépensée à être dans l'évitement ou dans l'attaque même. Parce que l'attaque, ça demande énormément d'énergie. Il y a des gens qui se sentent en permanence attaqués et qui sont en permanence dans la défensive et ils le vivent super mal. Pareil pour la fuite. Si vous êtes, moi, c'est ma réaction primaire, c'est la fuite. Je me casse. Okay. Le problème, c'est que quand il y a un souci, bah, à force de faire ça, il n'y a aucune discussion. Donc, je ne vais pas chercher les solutions. Donc, j'ai appris à fuir, puis je reviens. J'ai une maison qui est sympa, c'est que du coup, je fais un tour comme ça. Je passe par la cuisine, hop, et je reviens. mais fuir devant ses enfants parce qu'ils nous disent un truc qui ne nous plaît pas, c'est moyen top quand même. Fuir devant un chef parce que ça ne lui plaît pas ou un client, c'est moyen top quand même. Donc, il y a besoin quand même d'apprendre à changer nos réactions. Alors, dans les solutions, déjà, les premières solutions que je vais vous partager, c'est les solutions de secours. Celles quand votre glande, l'amygdale, là, elle va se stimuler et qu'elle va casser, elle va empêcher l'accès à tout le reste. Celles qui restent encore accessibles. Celles qui restent accessibles, c'est les autoroutes. C'est vos autoroutes de survie. D'ailleurs, je vais en profiter. Dans les autoroutes de survie, c'est simple. C'est tout ce qui permet la survie. Quand vous avez une peur qui monte, reconnectez-vous à votre capacité de survie. La respiration, sentir l'air qui rentre et qui sort du nez, ou la bouche, comme vous voulez. Sentir votre cœur battre. C'est simple, hein. C'est dire à son corps, regarde, je suis encore en vie, tout va bien. Mon cœur bat encore, tout va bien. Si ça ne suffit pas, tout ce qui est lié à la nourriture et à boire, parce que c'est de la survie, boire étant plus puissant que manger. Je ne sais pas ce que vous savez, mais on ne peut pas survivre si on ne boit pas pendant 3 jours, enfin au-delà de 3 jours, alors qu'on peut survivre 45 jours à peu près sans manger. Ceux qui font les jeûnes longs, là, ils arrivent à tenir 45 jours sans manger.
Ça va. On a de la marge sur la nourriture. Mais assez souvent, on inverse les deux parce qu'on répond plus facilement à manger qu'à boire. D'ailleurs, au passage, je vous invite à chaque fois que vous avez faim, à boire un petit coup. Vous allez voir que ça va changer la donne. Vous aurez moins faim. Dans les réactions de survie, il y a le sommeil. Il y a le sexe aussi. Bon, quand vous avez peur, c'est peut-être pas tout à fait le moment. Voilà. Mais bon, ça fait partie des modes de survie. Et il y a le rire. Le rire est câblé aussi au niveau de la survie. C'est-à-dire qu'un enfant n'apprend pas à rire, il sait rire, tout petit. Alors, il fait par imitation. Il y a des chercheurs qui ont réussi à déterminer qu'il y a une part d'imitation, mais aussi une part d'inné, en fait. Il le sait. Même sans être stimulé sur ce sujet, il sait rire. L'être humain est un animal qui sait rire pour tout simplement compenser notre cerveau qui est un peu trop prédominant, qui réfléchit un peu trop. Le calmer un peu et surtout de baisser la pression, baisser le stress, baisser tous les dégâts en fait qui peuvent être liés au stress. Donc quand vous avez une peur, la première réaction avant de réagir sur l'autre, c'est déjà de dire à votre corps, OK, là, il n'y a pas de danger réel imminent pour 95% des cas. Bien sûr, sur les 5% qui restent, vous évitez votre bus. Vous n'êtes pas là, tiens, je vais boire un coup. Non, vous ne vous posez pas la question. Mais le reste, par contre, oui, c'est super intéressant de déjà revenir à cet endroit-là pour mettre une pause, pour utiliser votre capacité. Bien sûr, ça va demander de l'entraînement parce que vous êtes câblé automatiquement sur les 3 réactions primaires. Et là, il va falloir changer un truc. Donc, il faut en rajouter une 4e, là, comme ça, d'aller regarder vos réactions primaires, vous connecter à ça. Mais c'est quand même beaucoup plus facile que de devoir mettre en place des nouvelles choses. Donc ça, c'est avec l'expérience. En dehors des cas de peur que vous êtes en train de vivre tout de suite, je vous invite à aller regarder les travaux de Luc Nicon, qui a mis en évidence la régulation émotionnelle. Alors, la régulation émotionnelle, c'est une capacité que le corps il a. Donc, il n'y a pas que lui qui travaille sur ce sujet. Hein. Tous les êtres humains ont cette capacité. Donc, plein de chercheurs ont trouvé aussi cette capacité. Moi, je vous parle de lui parce que je le connais et que j'ai suivi ses formations et que je les trouve super efficaces. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé en tant qu'hypersensible à pouvoir sortir de mon hypersensibilité, de cette phobique, cette capacité à créer des phobies partout. Voilà. Oui. Donc, Luc Nicon, il a travaillé, au départ, il était pédagogue. Il travaillait avec les enfants déscolarisés, les enfants qui ont des gros phobies scolaires. Il a développé une technique par expérimentation pour gérer l'émotion de façon différente. C'est-à-dire qu'au lieu de la gérer avec notre cerveau, être dans le contrôle, de repasser par le corps. Les autoroutes neuronales qu'on a vues juste avant. Parce que celles-ci, elles sont là. Alors que quand il y a la peur, vous pouvez essayer de contrôler avec votre cerveau, c'est mort. Le contrôle ne fonctionne pas. Ouais. Actuellement, il travaille avec des CHU sur des troubles psychiatriques. Donc, il a vraiment fait un chemin. Dans ses recherches, il a réussi à déterminer qu'on avait tous à peu près une dizaine de phobies, plus ou moins marquées, mais qui impactent notre vie d'adulte. Donc, c'est super intéressant de lâcher ça. Si vous pouvez déjà faire du ménage sur les trucs qui sont juste ingérables, c'est chouette. De toute façon, c'est pas difficile, c'est les choses qui vont être récurrentes dans votre vie. Et moins vous vous en occupez, plus vous allez en avoir. C'est des trucs qui vont augmenter dans la pression. Dans les choses auxquelles on ne pense pas forcément, moi, ça m'est arrivé d'accompagner quelqu'un sur la phobie de conduire. Il devait passer son permis de conduire et voilà, t'es bloqué là-dessus. En traitant sa phobie, elle a arrêté de fumer. Alors, le pourquoi du comment du truc, je ne sais pas. Mais en fait, c'était lié à la même chose. Et donc, en retirant la source, ben, on a réussi à débloquer les choses. Il faut 2 minutes pour sortir d'une phobie. On se fait chier pendant des... Excusez-moi du terme. Non, il ne faut pas utiliser de gros mots. Après, je vais être coupée par YouTube. Il ne va pas vouloir me laisser passer ma vidéo. Donc, on se fait embêter pendant des années, des dizaines et des dizaines d'années par nos phobies, alors qu'il faut 2 minutes pour en sortir.
Non, mais c'est hyper galère quand même. Juste parce qu'on ne sait pas. On n'a pas l'information. On essaie de le contrôler, on est dans l'évitement, mais on ne va pas aller chercher la source. En sachant que Luc Nicon a déterminé que nos phobies viennent en grande majorité, sauf pour quelques traumas, d'un choc qu'on a eu intra-utérin, voire à la naissance. Donc ça sert à rien de chercher le pourquoi du comment. C'est pas dans le stockage accessible dans votre mémoire. Ce qui s'est passé dans le ventre de maman, vous en souvenez pas, et c'est bien. L'objectif, c'est de revenir aux sensations corporelles. Revenir aux sensations corporelles et laisser faire. Ça, c'est le truc le plus difficile de cet exercice, c'est de sortir du contrôle. Parce qu'on est en permanence dans le contrôle, surtout quand on a peur. On est dans le contrôle de notre respiration, on est dans le contrôle d'essayer de ne pas justement plonger dans nos réactions. Alors que là, l'invitation, c'est de laisser faire et c'est inconfortable. Parce que les sensations corporelles qu'on ressent à ce moment-là sont hyper inconfortables. Par exemple, on a un nœud dans le ventre, on va avoir l'impression d'avoir la bouche serrée, la gorge serrée, on ne peut plus parler, on peut être complètement noué. On peut aussi ne plus sentir du tout notre corps, l'impression de ne plus avoir de corps et de vaciller, en fait, de perdre connaissance. Ça, c'est que des informations, c'est une mémoire, en fait, qui a besoin d'être évacuée et on la laisse s'évacuer jusqu'à la fin. Je vous invite, l'objectif de ce webinaire, c'est pas que vous fassiez l'expérience de la régulation émotionnelle, mais je vous en parle parce que c'est hyper important. Et ça va déjà dégrossir une grosse partie de tout ce qui est peur irrationnelle et démesurée, qui n'ont pas lieu d'être en fait. Hein. Vous allez voir que votre vie, elle est beaucoup plus sereine quand vous avez plus tout ça. La troisième étape, une fois que vous savez réagir sur l'instant, vous avez câblé vos autoroutes pour pouvoir revenir à votre corps en fait et dire à votre corps c'est bon, on ne va pas mourir, que vous avez retiré des phobies pour pouvoir élaguer un peu le terrain, bah après l'objectif c'est d'aller écouter vos peurs. Vos peurs, c'est un facteur. C'est le facteur là. Ding dong, j'ai un colis pour vous. Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est votre peur. La majorité des gens, ils font quoi? Ils ouvrent pas la porte. Ils mettent des canards. Ah non, 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 je veux pas avoir peur. Non, hors de question, pas possible. Voilà. Et puis il y a un deuxième facteur qui vient, qui pose un deuxième colis, puis un troisième, et puis un quatrième, et puis et on essaye de passer par la fenêtre et tout. Non, je veux pas. Et là, on se barricade chez nous dans le contrôle. Je sors surtout pas de ma zone de confort. Je reste coincé là-dedans. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré. Quoique, quoique. L'objectif, c'est d'aller écouter, d'aller regarder ce que le facteur il a à nous dire. La peur, même si elle est infondée, elle a l'air infondée. Oui, effectivement, quand votre chef vous crie dessus, il n'y a pas un danger réel. Mais par contre, ce que vous êtes en train de vivre, c'est réel. La peur que vous êtes en train de ressentir, elle vous parle de quelque chose de très important. Et elle vous parle de quelque chose que vous devez vous occuper. Ce n'est pas aux autres de devoir faire quelque chose à ce moment-là, c'est à vous. C'est vraiment, vraiment essentiel à ce moment-là de savoir faire et d'écouter. Alors, ok, c'est pas facile. C'est pas facile parce que dans notre société, on nous apprend pas à écouter nos émotions. On nous apprend à les nier. Ça nous demande aussi à passer au-delà de notre peur, d'aller regarder nos parts d'ombre. Vous savez, les trucs, on a l'impression d'avoir des monstres à l'intérieur de nous, qu'on veut surtout pas aller voir. La peur d'ouvrir le placard de la grand-mère et de se prendre tout sur la gueule. Ça vous parle? Pardon, faut pas que je dise des grands mots. Voilà. On a peur de se la prendre sur la tête. Okay, ces peurs-là, en fait, elles ont besoin d'être défaites. Parce que ce qui nous fait peur à l'intérieur de nous, en fait, c'est des choses c'est des parties de nous qui sont blessées. C'est des parties de nous qui sont hyper vulnérables, qui sont hyper sensibles. J'aime bien prendre l'image. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, j'aurais dû la mettre d'ailleurs, où on voit l'ombre d'un lion qui fait super peur. Et puis quand on met de la lumière dessus, c'est un petit chat qui fait « Je suis mal, je suis malheureux ». Et bien c'est ça en fait. À l'intérieur de nous, on a plein de petits chats qui sont là
j'ai mal, aide-moi. Et tout ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on les prenne, qu'on leur fasse un gros câlin, qu'on les rassure et qu'on puisse continuer à avancer. L'objectif de la peur, c'est pas de nous empêcher d'avancer. C'est de nous dire, hé là, il y a un truc essentiel qu'il faut que tu fasses. Biologiquement, la peur nous fait un effet de recul. Physiologiquement même. C'est pas biologique, c'est physiologique. On a un effet de recul. C'est pas pour nous dire casse-toi. C'est pour nous dire prends du recul, regarde. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire là. Il faut que tu mettes en place quelque chose pour pouvoir continuer dans cette direction. Par exemple, le syndrome de l'imposteur, qui est une peur, c'est pas là pour nous dire ne fais rien. Non. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une part de toi qui dit ah, ma grande, niet, t'es pas encore capable d'y aller. Il faut que tu mettes en place des choses. Ma conférence, il y a plein d'endroits où j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Mais les autres, ils sont mieux que moi. Ouais. Ok, bah, qu'est-ce que tu as besoin? De prendre de l'expérience, d'apprendre, de te former, d'expérimenter sur des champs plus petits. Au lieu d'avoir une salle de 2000 personnes, commence par 5. Voilà. Et de gagner en expérience. Les peurs, elles sont toujours là pour une bonne raison. C'est pas n'importe quelle raison. Ce sont des très bonnes raisons. Et elles sont très puissantes. Donc, la première étape, c'est écouter vos peurs sans mettre de filtre. Pas mettre le filtre de rationnel, de je suis adulte, mais non, enfin, attends, moi, j'ai pas peur. Non. Là, c'est d'écouter comme si vous aviez un enfant en face de vous qui a 3 ou 4 ans et que vous dit j'ai peur du monstre dans le placard. Alors, si vous faites comme le dentiste de ma fille tout à l'heure qui lui dit mais non, mais faut pas avoir peur, madame. Oui, enfin bon, c'est bien gentil de dire ça, mais ça ne retirera pas la peur en fait. Hein. Non, là l'objectif, c'est justement de rassurer, de dire ah oui, tu as peur d'avoir un monstre dans le placard. Ok, bien, on va regarder ensemble. Je vais mettre ma tenue de chevalier et on va aller terrasser le dragon. Youhou. Voilà, on en fait un jeu, peu importe. Mais surtout, on ne dit pas à l'enfant de 3 ans ben non, t'es débile, il n'y a pas de monstre dans le placard. Sauf que c'est des choses qu'on a entendues, nous. Et ça donne une fausse information. Ça veut dire que ce qu'on ressent, c'est faux. Et si à l'intérieur de nous, ce qu'on ressent, c'est faux, où est-ce qu'on va avoir l'information? On va dépendre des autres. Donc, c'est vraiment important dans cette étape-là de se laisser ce champ des possibles ouvert. C'est OK, je t'autorise à avoir peur de tout ce que tu as peur. C'est OK. Et on laisse s'exprimer cette part de nous qui est toute petite, hein, qui a des peurs. Alors, des fois, c'est des peurs d'adultes. Hein. Quand c'est des histoires financières et compagnie, c'est rarement les enfants qui ont peur de la faillite et compagnie. C'est pas tout à fait ça. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir ce filtre à l'intérieur de nous hyper puissant de vouloir rationaliser et limiter les choses. Là, l'objectif, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment écouter depuis un espace hyper bienveillant à l'intérieur de nous. Ah ben, c'était la slide là. OK. Donc, c'est d'écouter la part de nous qui a peur en nous et d'autoriser et d'accueillir toutes ces peurs. La deuxième étape, c'est de quoi que ça parle. Donc, ça nous met le doigt sur l'endroit qui est en difficulté. OK. Donc, c'est quoi les nouvelles ressources qu'il faut que je mette en place? Ce n'est pas forcément des nouvelles ressources. Ça peut être des ressources qu'on a, mais à d'autres endroits, qu'on n'utilise pas dans ce contexte. Par exemple, je vais donner un exemple qui est assez basique. Vous arrivez sur un chemin de campagne et il y a des ronces, des orties et un truc qui bouge plus loin. OK, votre peur vous fait faire un moment de recul. La ressource que vous avez à mettre en place, c'est mettre des bottes jusque-là pour ne pas vous faire bouffer par les ronces, ni les orties, et puis de faire du bruit pour virer les animaux qu'il peut y avoir dans la forêt. La peur, elle n'est pas en train de vous dire rebrousse chemin. Elle vous dit juste prépare-toi pour faire les choses correctement. La peur du syndrome de l'imposteur dont je parlais tout à l'heure, c'est tout simplement prépare-toi, organise. Les peurs qu'on peut avoir, j'en ai quelques-unes là. La peur de déplaire aux autres.
C'est une peur qui peut être qui est derrière, qui est cachée, hein. Alors souvent, on a une peur qui est un peu pataquès, qui fait un gros truc devant. Et puis quand on fait l'exercice, on va descendre en profondeur. On va aller regarder les peurs qui se cachent derrière. Et assez souvent, c'est les peurs d'être rejeté. C'est les cinq peurs basiques, les 5 blessures de l'âme, vous pouvez regarder. La peur du rejet, l'injustice, l'impuissance, je ne sais pas toutes, mais des trucs vraiment basiques, costauds. Donc la peur d'être rejeté, bah, c'est de s'accepter en fait. C'est de s'aimer assez soi-même pour plus dépendre des autres, affectivement. Donc c'est à passer à l'âge adulte encore. On n'est plus dépendant de nos parents. C'est fini, hein, ça y est, là, on est tous là, adultes. On n'est plus dépendant de nos parents. Et ni de nos conjoints, ni de notre chef, ni de... Voilà, on n'a pas besoin de faire des transferts sur les autres. On est responsable, on est grand. Donc c'est à nous de pouvoir assumer tout ça en sachant que dans notre société actuellement, heureusement, on peut vivre seul. Sinon, les célibataires, ils auraient du mal. Donc, on peut vivre en dehors d'un clan et survivre. On fait toujours partie de l'humanité. Donc ça, c'est plutôt une chance. Mais notre cerveau, il n'a pas compris ça. Dans la peur du regard de l'autre, par exemple, c'est des choses qu'on peut avoir très souvent, qui peut venir toquer à la porte. Bah, la ressource, ça va être de se prendre un petit peu moins au sérieux, de s'autoriser à être imparfait, s'autoriser à être vulnérable. On va descendre dans des choses un peu plus profondes. Hein. Faut, voilà, accepter de descendre en profondeur et d'aller regarder ce qu'il y a. Dans la peur du chômage, ce qu'il y a quand même beaucoup en ce moment, ben, c'est développer une ressource pour être autonome financièrement. En dehors de votre salaire, c'est quoi vos sources de revenus? Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous avez ouvert la porte des possibles de, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors peut-être le même métier ailleurs, ou peut-être d'autres métiers. Et une fois que vous avez ça, vous avez une confiance qui se met en place. Vous n'avez plus peur de vous faire virer, vous savez que vous avez d'autres options. Alors effectivement, pendant quelques mois, ça va être désagréable, mais il y a des options qui sont possibles. La peur, elle n'est pas là pour nous limiter. Elle est là pour nous dire, hey, regarde, là, il y a un truc qui est important. Effectivement, tu dépends beaucoup, beaucoup de ton emploi là. Peut-être que c'est un peu trop dangereux. Ce serait bien de regarder un peu ce qu'il peut y avoir ailleurs. Bon, dans les peurs, voilà, aussi très importantes, vous avez la peur de mourir. Alors, derrière la peur de mourir, il y a des milliards de trucs. Hein. Il peut y avoir la peur d'être malade, la peur de souffrir, la peur de laisser les autres, la peur de ne plus exister, de ne plus rien laisser sur Terre. Enfin, voilà. Tous mes clients ont peur de mourir. Ils ne sont jamais pour la même raison. Mais en gros, la ressource qui est demandée derrière la peur de mourir, c'est de savourer la vie. C'est d'avoir conscience que cette vie, elle est temporaire, qu'on arrête de la prendre pour acquis. Tous les gens qui sont autour de vous sont avec vous temporairement. Même vous, même votre cœur, il est là temporairement. Donc c'est savourer ça. C'est comme la santé, c'est quelque chose, on ne se pose pas la question tant qu'on ne l'a pas perdu. Bah, ce serait cool quand même de savoir en prendre soin avant de la perdre. Les gens qui ont peur de la maladie, c'est ça dont ils ont besoin comme ressource. C'est de prendre soin de leur santé. D'apprendre à se mettre dans la confiance, dans cet espace de confiance. Ok, j'agis, j'apprends à prendre soin de moi, j'agis dessus. Bon, je pense que j'ai fait le tour de pas mal de types de peurs. Et bien sûr, c'est pas le faire une fois. C'est que l'objectif, c'est de s'entraîner. S'entraîner pour sortir de la peur de la peur. Parce que celle-ci, elle est quand même très puissante. On a peur d'avoir peur, donc on met en place des stratégies pour éviter d'avoir peur. Vive le contrôle. Comment ça va faire des bugs? Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'entraîne. Qu'on aille un petit peu faire une expérience, si vous le souhaitez, bien sûr, parce que on va forcément descendre en profondeur. Donc, je comprends que, voilà, au niveau de la vulnérabilité, et c'est pas forcément évident. Mais au moins, vous pouvez faire l'exercice avec moi. Même si vous ne voulez pas le partager, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Donc, je vous invite à prendre 2 feuilles de papier.
Ou une que vous coupez en deux, hein, ça marche aussi. Sur la première feuille, vous allez écrire mes peurs. Vous la nommez en fait, vous lui donnez un titre et vous mettez la date d'aujourd'hui. Je sais qu'on est le 31. Et vous mettez même l'heure d'aujourd'hui. Parce que les peurs d'aujourd'hui, ce ne sera pas les mêmes ce soir. Elles auront déjà évolué d'ici ce soir. Même s'il peut y en avoir qui sont récurrentes, hein. Et je vais vous inviter à écrire une ou deux peurs. On va pas en faire beaucoup, sinon ça prend trop de temps. En les mettant dans... Non, on va faire ça. Vous écrivez juste vos peurs. Vous pouvez écrire, alors pas juste mes peurs, mettez moi. J'ai peur de... Déjà, parce que c'est de vous vous parlez, hein. C'est pas de quelqu'un d'autre. Ok. Et je vous demande d'aller chercher les peurs qu'il y a maintenant. Vous n'avez pas besoin d'aller en chercher d'autres. Ça ne sert à rien d'aller chercher des peurs que vous n'avez pas, ou que vous savez que vous avez, mais que vous ne les ressentez pas. Juste là, à l'instant, normalement, des peurs, on en a tout le temps. À moins vraiment que vous ne foutez rien dans votre canapé. Quoique si vous pouvez avoir peur de rester coincé dans votre canapé. Voilà, ça peut faire partie des peurs. Et je vous demande d'être le plus précis possible. N'hésitez pas à réécrire plusieurs fois votre peur pour déjà poser le gros pataquès et derrière aller regarder les fils qu'il peut y avoir dedans. Quand vous en avez une ou deux, vous me faites signe. Merci. Vas-y. Ce que je vais vous proposer, c'est que moi, c'est vraiment mon talent, c'est de pouvoir mettre des mots, en fait, sur ce que les gens ressentent et, et sur leur peur, ce qui se passe en eux. C'est vraiment quelque chose que je fais depuis des années et je me suis tellement entraînée pour moi que je le fais vraiment avec beaucoup de fluidité. Ce que je vous propose, c'est que je vienne avec vous pour défaire cette grosse pelote de laine. C'est pour ceux qui veulent, hein. Qu'on aille regarder exactement qu'est-ce qui se cache derrière votre peur. Vous en prenez une, si vous le souhaitez. Profitez, je suis là. C'est gratuit, profitez. Et je peux dégrossir avec vous une de vos peurs. Est-ce que est-ce que déjà, je peux déjà vous donner la mienne? Comme ça peut vous donner un exemple. Okay. Donc, c'est un truc perso, hein, forcément. Voilà. J'ai peur de manquer de moyens pour participer au bootcamp de mai en préparation d'une tournée de conférences dans 17 pays. Je sais que ça va m'apporter des ressources, mais en attendant, voilà. Faut que je tienne jusque-là. Donc ça, c'est plutôt une peur d'adulte, hein. On est d'accord, on n'est pas sur un truc irrationnel de l'enfance, de machin. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager une de ses peurs? Aura le courage. Écoute, moi,
Vas-y, Denis. Moi, je veux bien, bah, écoute, parler en public, en fait, me trouver sur une scène et devoir présenter quelque chose, ou même, comme toi tout à l'heure, ça me parlait beaucoup, hein, en fait. Simplement le tour de table, je suis pas super à l'aise, quoi. Bon, après, petit à petit, bah, voilà, je suis en mode apprentissage, hein, mais je sens que c'est quand même pas terrible. Alors, si tu peux sortir de la généralisation, là, aujourd'hui, à cet instant, qu'est-ce qui te fait peur? Parce que là, actuellement, la peur de parler en public, regarde, on est là, tu l'as pas. Ouais, en fait, parce que je suis là dans la démarche, en fait, avec bon, la rigologie, entre autres, et puis plein d'autres choses. Je suis vraiment entré dans une démarche de. Bah alors, bon, voilà, devant, sur une scène, je ne sais pas si je pourrais, quoi. Ok? Est-ce que là, tu as besoin d'aller sur scène? Est-ce que dans ton Non, job, on te demande. non, Alors, est-ce qu'il y a. Il faudrait que tu aies une peur euh, de quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie d'aller sur scène? pas vraiment. Donc, donc on s'en fout. En gros, si ça répond pas à un besoin, si ça Non, répond non, pas à un... non, non, non. T'as Mais pas bon, besoin. Ok, c'est- mais c'est- par contre, la peur de parler en public, c'est quelque chose qui peut te bloquer, même professionnellement, en fait, hein, face exactement. à des clients, face à des, voilà, à des Ouais, collègues. Donc, est-ce que ouais. tu as, parce que j'ai besoin d'un contexte, j'ai besoin que tu mettes du détail, en fait, sur cette peur. Hmm. C'est une peur du ridicule, c'est une peur de l'échec, c'est une peur qu'on t'aime pas ou qu'on te rejette. Un peu de tout ça, en fait, un peu de tout ça, puis il peut s'installer enfin, une transpiration excessive des aisselles. Ouais, ça, C'est c'est les symptômes de la peur. Après, Ok, on a froid, c'est pas terrible, ça, quoi. il n'y a pas de On problème. se sent mal à l'aise et Donc, ridicule un peu. au niveau de ta peur, donc tu as une peur du ridicule, donc il y a une peur du jugement de l'autre, Ouais. une peur du regard de l'autre. Ouais. C'est quoi qui te fait peur exactement dans le regard de l'autre? Ah, le jugement et en fait, ne plus savoir vraiment quoi dire, avoir des blancs, De perdre tes se moyens, retrouver un peu con, quoi, entre guillemets. ouais. Du ridicule. Ouais. De, est-ce que c'est, alors je vais te donner un chemin un petit peu à côté, mais c'est pour revenir dessus. Est-ce que c'est une peur de l'impuissance? De perdre tes moyens? Il peut y avoir une Euh, truc de ça, mais je suis pas sûre, mais je pose la question. Tu as le droit de dire non, hein. Non, je sais pas en fait, Ok, peut-être, peut-être. Mais en ok. fait, c'est vrai que j'ai pas un exemple précis, mais je sais que c'est enfin, je traîne ça, et bon, je pense que ça s'améliore puisque Alors, j'arrive à ce parler que je là, vais t'inviter à faire, c'est à l'écrire. ouais. T'écris là un petit peu tous les mots qu'on a dit et tu vas sentir quand tu vas être dessus. Je vous fais passer par l'écrit parce que c'est pour ralentir le cerveau. Quand on écrit, on ralentit nos pensées. Et du coup, en ralentissant nos pensées, on les affine. Donc, prends le temps, pendant qu'on fait les autres, tu prends le Mmh. temps d'écrire, voilà, tout ça, et tu vas sentir la subtilité pour aller chercher un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. OK? Mmh. Plus ça va être précis à ce moment-là, plus ce sera facile pour l'étape d'après. Johanna, tu veux nous Mmh. partager quelque chose? Ma, ma peur aujourd'hui, c'est, en tout cas, ma plus grande peur, c'est de ne pas être assez pour ma fille, de ne pas savoir comment lui apprendre des choses, comment lui transmettre. Surtout, on parle beaucoup de tout cet aspect mental, émotionnel. Je trouve que moi-même, déjà, il y a un travail énorme à faire pour moi et je me demande si moi aujourd'hui je ne le sais pas comment faire. Il y a tellement des choses que je ne sais pas faire. Comment je pourrais apprendre à ma fille, Donc, qu'est-ce que tu as par écrit sur ta exemple, feuille? euh, euh, j'ai écrit, j'ai peur de ne pas être assez pour ma fille, de ne pas savoir lui apprendre comment survivre dans ce monde d'aujourd'hui Ok, et de lui mettre toutes mes peurs et toute ma charge mentale. ok. Donc, il y a plusieurs choses là. Il y a une peur de ne pas être une bonne maman. Donc, peut-être une peur de l'échec, que ta fille, en fait, vive mal, le fait que tu es une maman imparfaite. Ok. Euh,
il y a peut-être une peur du monde extérieur, du danger du monde extérieur. Okay. Ouais, c'est surtout ces deux-là, en fait, que je sens. Il y a sûrement du perfectionnisme, une peur de ne pas être parfaite, mais ça relie, en fait, le premier. Pour, pour De ne pas donner un être assez exemple, bien, tu sais, pas être assez pour ma fille. c'est ça. Et puis surtout, je me juge, en fait, je me juge beaucoup sur le fait que je ne passe pas assez de temps avec elle, sur le fait que je rentre, je suis trop fatiguée, j'ai plus assez d'énergie pour jouer, pour faire tout ce qu'elle voulait, ce qui est normal, c'est un enfant qui a besoin d'attention de sa Comme tous maman, les de son enfants, ouais, bien sûr. papa. Mhm. Et surtout cette semaine a été très chargée au travail, donc forcément, je suis arrivée à la maison épuisée, sans force, et j'ai peur de mettre toute ma fatigue sur elle, de, de, de ne pas avoir assez, comme je disais, de ne pas avoir assez d'énergie pour lui faire ce petit plaisir, pour faire une petite balade, pour jouer encore un petit peu avec elle, c'est, c'est, Ok, c'est donc ça. n'hésite pas à écrire tout ça. T'écris la totalité, en fait, de ces peurs-là, de tout ce que tu ressens, puis on va aller chercher les ressources qu'il y a en face. Ça va être sympa. On va pas tout faire en même temps maintenant, par contre, hein. Mais voilà. Aziz, est-ce que tu veux nous partager aussi une de tes peurs? En fait, cet exercice, il prend 1 heure, 1 heure et demie. Parce qu'à partir du moment où on met le doigt sur une première peur, il y a toutes les autres qui déboulent. Quoi? On peut m'entendre? Et tous les colis qui déboulent d'un coup. Yahoo! Il y a de 15 ans de... 15 ans, quand je suis gentille. C'est génial, en fait, s'il y a des choses qui peuvent se résoudre en même temps, hein, comme l'arrêt de fumer, là, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est chouette, parce que Ouais. on ne le sait pas forcément qu'il y a des choses qui sont liées comme ça. Oui, et on ne le sait pas d'avance, hein, en plus. Ouais. Aziz, est-ce que tu en as aussi, toi, ou pas? Ton micro est coupé. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? On voit que le haut de ta tête, donc du coup, j'arrive pas à savoir si tu me dis oui, si tu me dis non. Donc, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Bonjour Merci. Stéphanie, bonjour Bonjour. Yana, bonjour Denis. Bonjour Aziz. Donc, je crois que ma peur actuelle, c'est en quelque sorte une relation avec une action future. Autrement dit, j'ai prochainement une présentation à faire devant un public. Mhm. Et donc, ma peur extrême, c'est que je crois que je vais perdre le fil conducteur donc de ma présentation, voire perdre mes mots et par conséquent ne pas être à la hauteur ou ne pas être accepté par Une peur de rejet des par autres le public. ou de jugement. Oui, Mhm. oui, Donc la peur initiale, c'est la peur de perdre tes moyens. C'est oui, ça? oui, Ok. Donc ça, c'est hyper précis. Peur de perdre mon moyen pendant ma conférence de tel jour. En fait, oui. perdre le fil, c'est vrai que moi je n'ai pas à le faire là, j'en ai pas des. Mais effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'il dit Aziz. C'est plus savoir où on en est parce qu'on a tellement peur qu'on perd le fil. Là, c'est horrible. Ouais, mais vous allez voir, il y a des ressources derrière. Tous les gens qui passent sur scène, ils ont besoin de traverser cette peur-là parce qu'ils ont besoin d'aller chercher la ressource qui est derrière. Et il y a une ressource, il y a une très belle ressource derrière. Donc, je note en même temps. Okay. Donc maintenant, sur la deuxième feuille, vous allez écrire mes ressources. Et pareil, vous les datez.
C'est les Oui. ressources d'aujourd'hui. Alors pour le coup, vous n'avez pas besoin de mettre l'heure parce que c'est des ressources que vous allez garder quelques jours quand même. Voire quelques mois, voire quelques années, voire peut-être pour toujours. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher les ressources qu'il y a derrière, en sachant que on n'est pas là pour être des super-héros. On n'aura pas des super-pouvoirs. Si dans notre cerveau, ça dit, même pas en rêve, ta ressource, c'est d'avoir pleinement confiance en toi, et tu es là, tu essayes de grimper en haut de la tour Eiffel alors que tu es en bas, sans prendre l'escalier ni l'ascenseur. Non. La ressource, c'est prends l'escalier. Et une marche par une marche. Donc, ça va être une ressource de apprendre à. Je m'autorise à faire un premier pas vers. C'est ça les ressources. Il faut vraiment que dans notre cerveau, ça dise oui. Quand on est dans la part des peurs, notre corps, il va se resserrer sur lui-même. Quand on va être dans la part des ressources, ça va s'ouvrir. Et l'objectif, c'est d'avoir des ressources plus puissantes que la peur. Vous allez sentir que ça ouvre. Et l'objectif de la peur, c'est vraiment nous mettre le doigt là, sur la ressource qu'on a besoin de développer. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la ressource dans le sens inverse. On va commencer par Aziz, parce que c'est un cas qui est hyper précis. Alors, comme c'est la première fois, je vais vous aider, parce que ce n'est pas D'accord, oui. forcément facile de mettre des mots sur les ressources. Donc, là, c'est la peur de perdre le contrôle. Perdre tes moyens, c'est perdre le contrôle, en fait. Perdre le fil conducteur de ce que tu dois dire. OK. La ressource que tu dois mettre en place, d'après toi, c'est quoi? Donc, je crois qu'il y a plusieurs ressources, mais la source royale, c'est travailler. C'est travailler donc travailler pour être bien préparé le jour J. Donc, il y a un entraînement. OK. Voilà, il y a un Donc, c'est de entraînement. l'entraînement pour connaître ton texte, savoir ce que tu dois dire. Oui, c'est pour donc le contexte ou autrement, c'est pour maîtriser le sujet. Ouais, pour que tu maîtrises ton sujet. Oui, OK. Tu as aussi un entraînement pour gérer les aléas. Parce que quand tu es sur scène, quand tu es devant un public, il y aura toujours désolé. un truc qui ne va pas fonctionner comme tu as prévu. Le micro qui se coupe, la PowerPoint qui ne fonctionne pas, le public qui te fait une réflexion que ce n'était pas prévu. Il y aura toujours un imprévu. Et donc, la deuxième ressource qui est essentielle, que les gens oublient souvent, c'est l'entraînement du mindset, l'entraînement de ton esprit, l'entraînement de justement ce qu'on a vu tout à l'heure, tes autoroutes neuronales. Qu'est-ce que tu fais quand tu perds tes moyens? C'est quoi ta ressource quand tu as perdu le fil conducteur? Alors déjà, tu peux dire à ton public, je ne sais plus où j'en suis. Tu ne passeras pas pour un crétin, tu passeras juste pour un être humain, parce que ça leur arrive à tous. Il y en a même qui demandent à leur public, au fait, j'en étais où? Et le public répond. Et en fait, tu crées de la sympathie. Parce que ce que les gens aiment, c'est nos imperfections. Ils n'en ont rien à faire d'avoir des robots en face d'eux. L'IA, ça m'amuse, mais c'est pas ça qui nous rend humains. C'est pas un IA qui va pouvoir faire une conférence. Donc, ce qu'on veut sur scène, c'est toi. C'est qui tu es, toi. C'est ton énergie. Est-ce que tu vois une ressource là qui peut t'aider à juste calmer le jeu, tu sais, à l'intérieur de toi? Tu es en mode panique, tu veux fuir ou tu es dans la sidération. L'attaque, faut mieux éviter sur scène. On évite d'attaquer son public. Ça m'est arrivé. Ils n'ont pas compris que je leur demandais de lever la main et je les ai engueulés. Bon, après, j'ai pas la colère en mode très très développé chez moi. Donc c'est des colères gentilles. Mais quand même, moi je savais que j'étais en train d'engueuler les gens. Bon, on évite. Donc quand tu es en mode réaction, parce qu'il y aura toujours un truc qui va faire que potentiellement tu vas pouvoir. C'est quoi ta ressource?
dans ce qu'on a vu tout à l'heure? Bon, dormir, peut-être pas, hein, ça va être compliqué. Oh, ça peut être gênant, ouais. Le sexe aussi, hein, t'oublies sur scène. Sinon, c'est pas les mêmes spectacles. Hein, voilà. C'est clair. Après, qu'est-ce qui te reste comme ressource que toi, tu pourrais utiliser? Dire, par exemple, anecdote. Ça m'arrive, par exemple, de trouver dans de telles situations et par exemple, est-ce que vous n'avez pas subi le même problème, par exemple? Ouais. Ou ça n'arrive pas à vous de... Alors, pour l'anecdote, il faut que ce soit quelque chose que tu ressens sur le moment parce que comme tu es en stress, tu n'as que les autoroutes neuronales qui sont disponibles et donc tes souvenirs où tu as ta bonne blague, elle peut disparaître. Ouais. Donc, oui, mais potentiellement non. D'accord. Ça peut être juste d'exprimer ce que tu es en train de ressentir. Là, je ressens plus rien en fait. Je me souviens même plus de ma conférence. Tu vas voir que tous les conférenciers ont une bouteille d'eau sur scène. Tous. C'est pas pour rien. C'est pour ça. Tu fais une pause, tu vas boire un coup. Le public ne peut pas te reprocher d'avoir la gorge sèche. C'est un moyen détourné. Si tu regardes bien, assez souvent, quand un conférencier boit sur scène, c'est qu'il a oublié son texte. Mmh. Ou il a besoin de se rassurer. La respiration, c'est quelque chose que tu as toujours avec toi. Pour certains, ce n'est pas suffisant pour contrôler le stress. Y a un truc qui peut fonctionner bien, qui calme vraiment l'amygdale très rapidement, c'est de faire un inspire sur un temps court et un expire sur 2 fois le temps. Tu fais un inspire court et un expire long. Alors surtout dans le micro, ça s'entend un peu, il faut que tu trouves un moyen de le faire tranquille, mais tu fais ça 2 fois, ton amygdale elle est calmée. Et là, de nouveau, tu as des souvenirs. C'est pas que tu sais pas, c'est que tu n'y as pas accès. Ton amygdale, en fait, elle te bloque le truc et tu n'y as pas accès. Pourtant, tu le sais. À partir du moment où tu arrives à la calmer, tu as de nouveau accès. Donc, ce à quoi tu dois t'entraîner, bien sûr, connaître ton texte et maîtriser ta diction et tout ça, mais aussi savoir faire ça. Et tu vas voir que tu vas arriver sur scène dans un espace de confiance qui est beaucoup plus puissant. Parce que du coup, tu sais gérer les aléas. Tu t'es entraîné à gérer le stress d'un aléa. Et donc, tu arrives avec un niveau de confiance qui est beaucoup plus important. Et pour ça, il faut que tu t'entraînes aussi à des endroits où tu as des petits coups de stress. Moi, je me suis entraînée avec mes enfants. Je leur ai demandé qu'ils me mettent des contraintes, des trucs complètement abracadabrants, pour répéter mes conférences. Donc, ils me mettent des petits coups de stress, mais comme il n'y a pas d'enjeu parce que je suis face à mes enfants, voilà. Mais au moins, c'est de l'entraînement. Mettez-moi la pression là. Et ils y ont été de ils sont sympas. Ils les amusent beaucoup de voir maman faire n'importe quoi. J'ai fait le canard, j'ai fait voilà, des galipettes, des machins. Mais ça fait partie de l'entraînement. Ouais. C'est de gérer ton stress. Gérer Tu sais que ton amygdale à un moment risque de s'activer. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, du coup, tu deviens maître de toi. Et du coup, il y a moins de stress. Et tu n'as plus la peur. Tu auras une appréhension quand tu vas monter sur scène. Ça, c'est normal. Avoir zéro appréhension avant de faire quelque chose où il y a un enjeu, c'est mort d'en fait. Forcément, tu vas faire une connerie. Il y a besoin, en fait, de cette appréhension-là, parce que c'est ce qui te permet d'être plus fort que faire attention, quoi. Veiller à faire les choses bien. C'est bon pour toi, Aziz? Oui, merci. Super. Alors, Johanna, est-ce que tu veux nous donner une de tes ressources? Les ressources que j'ai marquées, c'est
faire des conférences comme celle-ci, par exemple. Ça m'aide, même si il y a des choses que je sais pas, je savais déjà sur les travaux des Luc Nicon, mais j'avais mis quelque part dans une case dans ma tête et je l'ai bien fermé et hop, oui, c'est utile, mais c'est il y a longtemps. Donc, ça me fait un bien fou de revoir ça, de me rappeler comment ça marche, comment ça fonctionne, comment la remettre en place, comment rallumer la petite bougie et lire des livres. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis mes mains sur un livre. Je me dis, Va oui, regarder je les vais le livres de lire à Isabelle partir de, Fignosa et choses comme ça, hein, pour apprendre à, en fait, je vais, développer un réseau, des soutiens qui vont te permettre de grandir dans ton rôle de maman. C'est un nouveau rôle, c'est ta première enfant. Donc, tu deviens parent avec ton enfant. Donc, tu vas faire des bêtises. Et c'est essentiel que tu sois imparfaite. Ton enfant, son objectif, c'est qu'elle soit meilleure que toi. Si tu es parfaite, c'est la fin du monde pour elle. Tu vas mettre la barre là, tu vois. Donc, c'est cool, en fait, que tu sois imparfaite et que tu apprennes. Et ton enfant, ce qu'elle n'a pas besoin, elle n'a pas besoin de toi en permanence. Elle a besoin de toi de qualité. C'est la qualité, c'est ton attention, c'est ton regard sur elle. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps disponible pour elle. Même oui. si elle est petite et qu'elle prend tout C'est très l'espace. facile. C'est très facile à le dire Ouais, et c'est je sais beaucoup que moins c'est facile à vraiment, vivre, bien sûr, c'est ça. bien sûr. Donc, dans les ressources, ça va être de développer un réseau qui te permet de te soutenir, de poser des questions, d'être soutenu. Un bon parent, c'est un parent qui se pose des questions. Parce que forcément, à un moment ou un autre, tu auras les réponses. Et enseigne-lui. Tu te trompes, bah, tu vas la voir, tu lui dis pardon. Et tu vas lui enseigner qu'elle a le droit de se tromper, elle a le droit de dire pardon. Tu vois, tu as le droit de te mettre en colère. Et tu vas aller la voir en lui disant, ah, je suis désolée, j'étais en colère. Elle va pouvoir savourer ce que c'est que ça. Donc, c'est tout ça. T'es un être humain. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ça résonne pour toi, ces ressources? Ok, Tout à fait. super. Merci. Denis? Bah, moi, je trouve enfin, génial les échanges là. Du coup, je le ressens aussi pour moi. Donc, mes ressources, moi, c'est bah, écoute, ma santé, ma joie de vivre, ma volonté d'avancer, mon rire, parce que ouais, je vois bien que c'est très, très important, en fait, dédramatiser. Alors, tu parlais de l'entraînement Mindself, c'est vrai que ouais, ça, enfin, c'est vraiment très important aussi, d'être sans arrêt, voilà, réessayer, pas avoir peur. En fait, on apprend de ses échecs, quoi, hein, en fait, hein, comme une IA, hein, sauf qu'on n'est pas des intelligences artificielles. Le pire, en fait, c'est la peur d'avoir peur. Donc, je fonce maintenant. Mais bon, je te dis, je suis dans cette démarche, j'ai avancé déjà, hein. Ouais, bien sûr. Et moi, j'en ai tout le temps des peurs, hein. Ouais, On en aura toute notre vie, c'est qu'on est humain. C'est chouette. ouais, ouais, Soit c'est qu'on prend aucun danger, donc du coup, on reste dans notre espace de confort, mais du coup, on grandit pas, en fait, hein. ouais, Et même ça ouais. génère des peurs. Donc, c'est Mmh. bien qu'il y ait des peurs, c'est sain qu'il y ait des peurs. Ça veut dire qu'on est en Ouais, vie, on est en vie, on est vivant. ouais, ouais, ouais. Et Donc, c'est chouette. elles Plus il sont y en a, souvent pires. plus on va grandir. Ouais, et elles sont souvent pires que la réalité. Par exemple, l'avion. Ah, Moi, c'est vrai que j'aime pas trop prendre l'avion, mais finalement, ce que je rêvais, voilà, d'être enfermé dans une carlingue. En fait, c'est pire de le rêver que d'y être. En fait, quand on y est, bon, bah, voilà, même si c'est un long voyage, hein, pour aller, sur la côte ouest des États-Unis, alors, le grand cercle, Oui, c'est ce que potentiellement, là, pardon, c'est ce que potentiellement, il peut y arriver. Enfin, non, c'est plutôt ce que notre ouais, cerveau, il se ouais, dit qu'il va y arriver. ouais, Celui-là, c'est ce que réellement il peut arriver. Et celui-là, c'est ce qui va vraiment arriver. ouais, ouais, Notre cerveau, il dramatise. Et il le fait ouais. de plus en plus, tout simplement parce que on est dans une société où on adore le cinéma. Mmh. Ouais, on se fait son Et donc, cinéma. on se crée des histoires pas possibles. Et Ouais, on est en permanence brassé là-dedans.
Ouais, Mais en fait, moi, perso, j'ai jamais vu quelqu'un mourir à côté de moi. Par contre, à la ouais, télé, j'en ai vu plein. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est une influence de notre société. Alors déjà, notre cerveau de base, Hmm, il aime bien dramatiser les trucs. Ça fait ouais, partie des biais cognitifs. Il y en a 33. Donc, c'est des hmm, filtres qu'on a dans le cerveau ouais, qui influencent notre regard sur la réalité. Donc, en gros, on a tous notre propre réalité. On vit pas. Vous prenez un accident, il y a 100 témoins, il n'y en a pas un qui a la même version. ouais. C'est les filtres qu'on a dans notre cerveau qui biaisent la réalité. Et le côté dramatique, ça en fait partie. C'en est un. Il y a la généralité, le dramatisé, puis il y en a plein d'autres. Il y en a 33, donc on pourrait les regarder. C'est intéressant. Il y en a peut-être même plus que 33 d'ailleurs. Je dis ça, mais En fait, je crois que j'en ai trouvé 33, moi. Mais après, il y en a peut-être plus. le pire, c'est de se pourrir la vie et de pas avancer, quoi, en fait. Parce que la grande roue du temps va tourner et on va se retrouver à avoir rien fait, quoi. C'est ça. C'est se passer à ce choix. C'est vraiment faire ce choix de, OK, ma vie, elle est courte. On Qu'est-ce n'est que pas j'en fais? éternel, ouais. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais. Est-ce que je reste dans mes patterns, dans mes schémas préprogrammés qui ne sont pas forcément soutenants? Ou est-ce que j'ose aller regarder pour les changer? Ah, faut souvent des drames, hein. Moi, c'est le divorce, par exemple, tu vois. Ah bah oui, non mais Pour changer, faut traverser un truc, une maladie, quelque chose, quoi, bah, pour se j'aimerais bien, réveiller. ce serait chouette qu'on puisse élever nos enfants dans autre chose que de devoir attendre de se prendre un mur pour pouvoir Mmh réagir. mh. Mmh. Et je pense que c'est un héritage qu'on a. On a un héritage de déjà les psys, c'est pour les gens qui sont malades. Mmh. La thérapie, c'est quand on va très mal. Il y a encore des trucs comme ça hein, qu'on a dans l'inconscient collectif. Et donc, du coup, prendre soin de soi, c'est quand il y a vraiment un truc grave. Sauf que c'est dommage de devoir attendre qu'il y ait un truc grave pour prendre soin de soi et d'apprendre à découvrir qui on est. C'est vrai individuellement, c'est vrai collectivement. Malheureusement, on le voit, avec, vers où on va, quoi, et on se dit: «Ah, faut vite qu'on change, faut vite qu'on change». Bah, oui, mais Les choses vont changer individuellement. La solution, elle vient toujours de l'individu. On change soi d'abord avant que mmh, l'extérieur change. Donc, si on passe notre temps à regarder l'extérieur, on n'avancera rien. ouais. Il C'est vaut sûr qu'on mieux peut pas arrêter. changer les autres, hein. On parlait d'enfants, bon, moi, je vois Non. bien, on peut pas changer ses enfants, hein. On peut pas changer, son Mais on peut être conjoint. inspirant pour les Ouais, on gens peut qui sont être autour de inspirant. nous. La Mmh, seule chose qu'on peut faire, c'est les inspirer. ouais. Sans être donneur de leçons, mais juste par notre exemple, par nos changements, ils se rendent compte des choses. Donc, en conclusion, on a vu ensemble comment fonctionne notre cerveau, le rôle de l'amygdale. On a vu qu'on pouvait utiliser en fait nos autoroutes neuronales en cas de stress, en cas voilà, d'activation de danger dans notre amygdale. La régulation émotionnelle pour aller retirer les gros pataquès qu'on traîne, émotionnels. Et puis changer notre rapport à la peur. Apprendre à écouter nos peurs, s'autoriser à avoir toutes les peurs qui sont en nous et d'aller chercher la ressource qui est derrière. Et puis s'entraîner. S'entraîner pour sortir de la peur. Pour oser aller regarder régulièrement nos peurs. C'est vraiment essentiel. Pour tout ce qui est écoute de nos peurs, moi, j'ai un guide gratuit. C'est une petite formation en ligne, en fait. Donc, vous pouvez la télécharger. Ça reprend l'exercice qu'on a fait ensemble. Ça va un peu plus loin. Vous pouvez aller regarder. Comme ça, vous pourrez aller un peu plus loin. Par contre, c'est en autonomie. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de créer un groupe où je vous accompagne pendant 28 jours pour apprendre à vous entraîner à sortir de la peur, à apprendre à sortir de la peur de la peur. Pour que ensemble, on va y aller main dans la main. Je vais vous apprendre à mettre des mots dessus, à les regarder et à y aller de plus en plus, de que ce soit le plus fluide possible pour qu'au bout de ces 28 jours, vous soyez capable de le faire tout seul. Parce que j'ai remarqué que c'était bien de donner les outils, mais c'est encore mieux de tenir la main à la personne pour apprendre à l'utiliser l'outil. Donc voilà, j'ai cet élan parce que je pense vraiment que le monde il en a besoin actuellement, sortir de cette dictate de la peur. Je pense qu'on en est carrément là.
Pour ça, ce que je propose, donc c'est un accompagnement de soutien et de conseil pendant 28 jours. Dans un groupe, parce que la force du groupe est toujours puissant, on apprend énormément de ce que les autres sont en train de vivre. Très souvent, les gens qui parlent vont parler d'une peur que nous, on a, mais qu'on n'a pas conscience. Ah, mais il est en train de parler moi, là, en fait. Moi aussi, j'ai peur de ça. Alors, pas tout à fait dans ce contexte-là, mais quand même. Voilà. La peur de parler en public, c'est un peu les trucs universels, en France en plus particulièrement. Donc, on apprend énormément. Donc, via un groupe privé Facebook, où je vais pouvoir vous accompagner avec un live par semaine de 2 heures, au moins. Je me connais, bon, voilà. J'aime bien donner. J'aime bien, voilà, de prendre le temps d'accompagner les gens comme il faut. Donc, minimum 2 heures. J'éviterai de rester trop longtemps quand même. Et bien sûr, je fais un complément avec des bonus vidéo en fonction de vos problématiques. Que ce soit spécifique et personnalisé en fait à chaque groupe. Souvent, moi, je ne crois pas trop. Enfin, voilà, les groupes qui vont se former, ils vont être ensemble pas pour rien. Et à mon avis, voilà, de l'expérience que j'en ai, une vidéo qu'une personne va me demander, ça va servir à tous les autres. C'est juste que les autres, ils n'avaient pas osé ou ils n'avaient pas complètement intégré que c'était ça dont ils avaient besoin. Donc voilà, c'est un accompagnement que je propose. C'est une cohorte qui va commencer lundi, donc pendant 1 mois, 28 jours. À chacun de venir se connecter au l'horaire qui lui convient, de partager au rythme qu'il veut. Moi, j'offre 28 jours. L'idéal, c'est de consommer, c'est d'essayer, c'est de s'entraîner tous les jours, parce que l'objectif, c'est de créer un nouveau lien neuronal qui soit fort, une nouvelle autoroute neuronale. Donc, elle a besoin de au moins 21 jours pour devenir une autoroute, plus quelques jours en plus pour maintenir l'autoroute. Mais voilà, le résultat va dépendre de vous, de votre engagement. Moi, en tout cas, je mets mon maximum. Johanna a été une de mes anciennes clientes, elle peut le dire. Hein. Moi, je donne. Je donne un max. Mon objectif, c'est vraiment de vous rendre autonome et de vous apporter un maximum. Donc, je serai là pendant 28 jours. Je vous propose un tarif tranquille. Actuellement, mes clients payent plusieurs milliers d'euros pour être accompagnés individuellement. Là, j'ai voulu faire un tarif qui soit vraiment accessible à tous parce que j'ai envie, en fait, d'être utile à ce changement de monde dans lequel on a besoin de passer, de sortir de la peur. Donc, je vous propose pour cette première cohorte qui commence lundi, un tarif de 180 euros. Et puis, les prochaines cohortes, ce sera à des tarifs forcément différents. Je vous remercie pour votre temps, votre écoute. Moi, je reste joignable, accessible sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir voilà, les différentes offres que je peux proposer et les contenus gratuits que j'offre. Sur la chaîne YouTube, vous aurez beaucoup de choses. Voilà, je suis à votre dispo. Est-ce que vous avez des questions? Je veux juste dire un grand merci Stéphanie parce que j'ai une autre réunion qui commence en 3 minutes, donc je dois courir, mais un grand merci. T'es toujours une grande source d'inspiration et ces conférences sont vraiment une source de savoir. C'est incroyable. C'est toujours magnifique de te voir, même dans les vidéos que tu postes sur YouTube ou sur Facebook. C'est vraiment extraordinaire et merci pour ton travail. Moi, je veux en profiter, Johanna, pour te remercier. Tu es une de mes premières clientes. Johanna, je peux le dire, tu étais ma femme de ménage et tu avais la phobie de mon chien. Et du coup, j'ai proposé de t'accompagner. Et c'est juste un truc de malade. Tu as repris tes études, tu as eu un enfant. Enfin, je sais même plus quel métier tu fais maintenant. Mais aujourd'hui, je suis office manager dans une société américaine. Je gère 2 bureaux, dont un en présentiel, un à distance. Donc, je voyage, je fais des allers-retours à Ghent. Et j'ai un métier où je m'éclate et ça me plaît énormément. Je parle français, anglais couramment. Je vais gérer d'ailleurs ma peur
lundi pour une conférence qui couvre toute la zone IMIA. Donc, ça va être super chouette. Donc, c'est pour ça que j'ai participé à cette conférence. C'est top, top, top. Maintenant, je file. J'ai encore 2 Ouais. minutes pour manger. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Mhm. J'adore. Merci beaucoup. Ça, c'est du vécu alors. Ouais. Super. Ah ouais. Et je l'ai accompagné bien plus que juste sortir de la phobie du chien. Hmm. Merci pour cette première rencontre et ce témoignage. Et puis pour ce que tu partages. Hein, merci bien. Bon, voilà, on va regarder ça. Et oui, les cheminements individuels, là, oui, avant tout, sont importants. Et après, oui, qu'est-ce qu'on renvoie comme image, quoi, c'est ça. Moi, j'ai 3 enfants. Voilà. Merci, David. Merci. Aziz, Ok. est-ce que tu veux dire un mot? Oui, exactement. Donc, je voulais te remercier vivement et remercier Denis et Yona donc, ayant participé à ce webinaire Hmm. que je le trouve très enrichissant. Donc, j'ai beaucoup, donc, comment dirais-je, donc, j'ai beaucoup trouvé ce que je cherchais à travers ce webinaire. Donc là, apparemment, c'est un début. Donc, j'espère vous retrouver très prochainement, Inch'Allah. Avec Il y a plein plaisir. d'espoir. Merci. Il y a plein d'espoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à Et je vous souhaite tous. une très très belle continuation. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir Stéphanie, au revoir Ziz.